L'expérience 4K, c'est la généralisation du 4K dans cette gamme de produits qui est héritée d'une longue expérience. Depuis l'acquisition jusqu'à la projection, Sony est un fabricant qui permet de suivre la filière vertueuse de la production d'images jusqu'à la diffusion en maîtrisant toutes les filières technologiques de A à Z. Ça a toujours été la force de la marque et on a toujours été très présent et très dynamique sur ce créneau-là. Maintenant, on a toujours attendu que les technologies soient mûres et que les technologies soient rentables pour pouvoir faire évoluer les gammes et changer les gammes. Et on a la plupart du temps évité de proposer des choses qui ne fonctionnaient pas ensemble. À chaque coup, on a toujours gardé la cohérence entre une évolution technologique sur la qualité de capture et une évolution technologique sur la qualité d'enregistrement et sur la qualité de diffusion. C'est un petit peu ça qui préside aussi à notre stratégie sur le 4K. Une gamme très très légitime depuis les années 2000. On est arrivé sur le cinéma numérique avec des appareils qui étaient en fait dédiés vidéo, dédiés Full HD. Ça a commencé avec le HD Cam qui était donc fait pour faire de la télévision numérique haute définition, avec un format d'abord à bande, puis ensuite à carte. Et puis progressivement avec la F23, F35, on est passé du capteur 2 tiers de pouce, qui était à peu près la seule chose qu'on savait faire en HD à une époque. On est arrivé dans le monde du grand capteur 35 mm avec la F35. Toujours avec des capteurs CCD d'ailleurs à cette époque-là. Jusqu'à 2008, c'était le capteur CCD qui maîtrisait la plus grande technologie, la plus grande qualité d'acquisition d'images. Il se trouve qu'est arrivé dans les années 2005-2008 une nouvelle technologie qui n'était pas très qualitative dans ses débuts, qui était la technologie CMOS, et qui nous a permis de faire rapidement des progrès et de pouvoir hisser cette technologie dans la cour des grands, dans la cour de la captation de qualité. Et est apparu des produits, alors d'abord entrée de gamme EX3, EX1, etc. C'est les premiers produits CMOS qui sont arrivés chez nous avec des capteurs de qualité. Et puis dans les grands capteurs, la F3 est arrivée il y a 2 ans ou 3 ans, 2010, c'est ça, ça fait 2011. Ouais, ça fait 2 ans la F3, c'est pas si ancien que ça. Donc il y a 2 ans, la F3 qui proposait un grand capteur CMOS avec la technologie XMOR pour pouvoir faire des images 2K à un prix et dans des codecs qui restaient malgré tout institutionnels. Sur cette caméra, il fallait quand même l'accessoiriser pas mal pour pouvoir ensuite avoir des enregistrements qui permettaient une post-production capable d'aller sur grand écran et sur projection cinéma. Donc ça, évidemment, en complément de ça, pratiquement au même moment, on sortait, une année plus tard, si j'en crois les chiffres qui sont écrits là, en 2011, est arrivée la F65 qui a permis aussi d'amener le CMOS sur le grand capteur de qualité avec un nombre de photosites supérieur à tout ce qui s'était fait jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la F65 reste le capteur de la F65 reste le capteur le mieux résolu du marché. Plus de 8000 pixels horizontales pour 2160 pixels verticales. Alors, on ne peut pas tout à fait raisonner comme ça, c'est une structure en losange, c'est un petit peu différent. L'organisation n'est pas une mosaïque de Bayer, c'est une mosaïque Sony qui a été étudiée spécialement pour en extraire beaucoup plus. Donc la F65, donc une stratégie d'enregistrement double derrière ce capteur, un espace de colorimétrique très très large, le plus large du marché. Et donc cette caméra, aujourd'hui, permet d'avoir des prétentions d'étalonnage qui sont supérieures à ce qu'on faisait en 35 mm dans l'espace Gamut P3 du 35 mm. Et donc, du coup, de pouvoir faire des post-productions très, très élaborées. La version 3 de la mise à jour de la F65 va lui conférer de nouvelles fonctionnalités, comme par exemple la possibilité d'enregistrer jusqu'à 120 images progressives par seconde, donc au format 4K, et aussi de pouvoir débayeriser, de pouvoir créer des fichiers de post-production DPX jusqu'à 6K, jusqu'à 8K, en tirant un petit peu sur le système. Arrive maintenant l'histoire suivante. Qu'est-ce que l'on peut amener de mieux sur le marché et de plus pour pouvoir justement répondre justement à l'économie du digital cinéma en 2013 ? L'économie du digital cinéma en 2013 est une économie compliquée, plutôt avec des budgets à la baisse, mais toujours une demande de remplir les grilles de programmes des multiples chaînes de télévision. Donc il faut à la fois répondre à un souci d'accroissement de qualité, parce que ça arrive avec
le grand écran chez le téléspectateur, hein, la haute définition au travers les différentes box et autres que vous pouvez avoir chez vous. Donc le téléspectateur s'habitue à avoir de la HD et de la belle HD chez lui, et en même temps, il achète des télévisions de plus en plus grandes. Donc comment faire pour pouvoir produire du programme avec des moyens qui sont ceux de la télévision, mais avec les processus et la qualité que sont celles du cinéma. Ce sont des modes de production cinéma, mais adaptés à l'économie de la télévision. Ça, c'est une opération compliquée. C'est pour ça que Sony sort une nouvelle génération de codecs XAVC qui va permettre partiellement de résoudre le problème. Qu'est-ce qu'on avait avant? On avait du RAW avec la F65 et on avait du SSTP, du Studio Profile, pour enregistrer du RGB au format haute définition standard, c'est-à-dire le 1920-1080. Avec le XAVC, on va pouvoir faire éclater un peu ces modèles et pouvoir faire rentrer le 2K et le 4K, c'est-à-dire des formats cinéma, 17 neuvième, enfin le 1,85 du 35 mm, on va pouvoir le faire rentrer dans des systèmes de compression abordables. C'est-à-dire qu'on ne va plus être obligé de trancher entre faire du cinéma dans un format 1,85 en 2K ou en 4K, ou faire de la télévision en 16 neuvième en Full HD. On va pouvoir marier les deux, on va pouvoir passer d'ailleurs d'un domaine à l'autre, produire en mode cinéma et diffuser en mode télévision. Ou produire, capturer en mode cinéma et faire une partie de la post-production en mode télévision. Et ensuite, conformer en format cinéma pour ensuite faire une projection en salle. On va pouvoir combiner ces modes de travail pour profiter au mieux des workflows et de la productivité de la télévision au service de la production en mode cinéma. Je mets des guillemets parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes méthodes de travail. Le XAVC, qu'est-ce que c'est? Le XAVC, c'est un codec MPEG-4 qui va venir compléter l'offre de codecs que nous avions déjà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on avait? Tout en haut, on avait le HDCAM-SR au format SSTP, Studio Profile, qui était strictement de la haute définition, 1920-1080, compressé très très légèrement à des débits de 200, 440 ou 880, 220, 440 ou 880 mégabits par seconde, et qui permettait d'avoir une très très bonne qualité RGB sans donc directement gérable en post-production, mais quand même à des débits très élevés. Ce sont des débits quand même, pour pouvoir travailler correctement, il faut du 440 mégabits par seconde pour pouvoir étalonner. 10 bits et 12 bits, ce qui permet d'avoir la latitude ensuite pour la post-production, pour faire l'étalonnage colorimétrique. Mais enfermé dans un carcan qui est le 1920-1080, duquel on ne peut pas sortir. En bas, on avait le MPEG-2, 50 mégabits HD 422. MPEG-2, pareil. Le carcan, c'est le 1920-1080. On ne peut pas changer ce format-là. Il n'existe qu'en 1920-1080. Et c'est limité à 8 bits. En post-production, 8 bits, c'est ce que nous a fait un peu comprendre quand on a commencé à propager ce format. Très très bien pour faire du documentaire, pour faire du magazine, pour faire du reportage, pour faire du news. Parfait. Par contre, dès qu'on veut passer dans un mode de production plus élaboré, faire un étalonnage un petit peu sophistiqué, 8 bits, c'est un petit peu juste. Même en mettant des courbes log, etc. derrière, il manque un petit peu de matière numérique pour pouvoir tirer dessus et passer d'un espace colorimétrique à l'autre avec une bonne qualité. Résultat de l'affaire, les couleurs ne sont pas toujours aussi naturelles qu'elles pourraient l'être, ou on n'est pas tout à fait dans un étalonnage tel qu'on le souhaiterait. Donc c'est un petit peu la limite de l'exercice. Le XAVC est là pour justement solutionner cette problématique, où on va pouvoir avoir à la fois du 422 10 bits en 2K, en 4K et en HD. Donc on va pouvoir avoir le choix de son format. On aura 10 bits, on aura 422. C'est-à-dire qu'on va avoir dans la même marmite l'ensemble des ingrédients pour faire la post-prod que l'on voudra. Et donc ces codecs sont déjà disponibles avec la sortie de cette gamme F5, F55 qui vont justement les supporter. Donc F5, F55 complète l'offre Sony en matière de digital cinéma, F65. J'oublie un peu la F35 qui est un petit peu hors marché côté prix et la F23 qui n'est pas dans le bon format de capteur. Mais en plus de la F65, on a cette offre F5, F55 qui va offrir beaucoup plus de modes opératoires et beaucoup plus de flexibilité qu'une F65. De par leur taille déjà, de par leur conception, mais de par aussi l'ensemble des possibilités d'enregistrement intégrées ou externes et les configurations d'accessoires qu'on peut en faire. Donc, F5, F55, c'est l'ensemble des codecs dont on vient parler dans un seul et unique objet. Donc l'idée, c'est de pouvoir réunir l'ensemble de ces possibilités, c'est-à-dire continuer à pouvoir tourner
en studio profile, si on a déjà des workflows et des investissements qui sont établis comme ça. Pourquoi ? Parce que ça fonctionne et qu'il y a des gens qui veulent continuer à garder leurs investissements et que c'est tout à fait qualitatif. C'est de la HDTV, certes. Pouvoir enregistrer du 4K en XAVC, donc avoir accès à la fenêtre 17/9 et le 4K dans un codec économe, en place et en post-production, puisque c'est déjà de la vidéo, on peut déjà la visionner, on peut déjà utiliser le fichier tel quel, sans être obligé de passer par de la débayerisation et de la création de fichiers DPX pour pouvoir le visionner. On va pouvoir utiliser des codecs existants pour améliorer la productivité au pré-montage, pour faire ensuite une conformation sur les fichiers 4K. On va pouvoir même enregistrer de façon mixte un codec, on va dire, de travail et un codec de conformation. Et on a la possibilité, grâce à un enregistreur qui s'accole à la caméra, un enregistreur RAW, de pouvoir, sur des cartes spéciales, des cartes AXS, voilà, une nouvelle cartouche. Vous l'attendiez tous, cette nouvelle cartouche. Donc, on va pouvoir enregistrer le fichier RAW. L'avantage du fichier RAW, comme dans la F65, c'est que les décisions sur le terrain, des décisions de qualité d'image ne sont pas prises sur le terrain à la prise de vue, elles sont prises ensuite en post-production. C'est-à-dire qu'on peut tourner en étant sûr que dans son fichier RAW, on a la totalité de l'information, qui n'est pas forcément visible et pas forcément exploitable sur le terrain, ou du moins il faudra créer les luttes qui vont bien pour pouvoir le visionner. C'est un autre mode opératoire. En revanche, tout le rendu image pourra être fait en post-production, donc en labo de post-production, à l'étalonnage. On est sûr que sur la cartouche, on a la totalité de l'information du capteur. C'est linéaire, c'est 16 bits, c'est 4K. Deux caméscopes, F5, F55. C'est du capteur CMOS format S35. Une monture FZ, bon ça c'est la monture Sony avec une focale très très courte, ce qui autorise à mettre différents types de bacs devant pour faire les différentes adaptations vers la monture PL, vers des montures Canon ou vers d'autres types de montures. On va pouvoir avoir les bons adaptateurs grâce à la distance focale hyper courte liée à la monture FZ. Et c'est aussi la possibilité d'avoir des vitesses d'enregistrement jusqu'à 120 images par seconde, ce qui va permettre de faire des ralentis ou tout simplement de faire ce qu'on appelle le high frame rate, c'est-à-dire de faire de la vitesse normale mais avec un débit image supérieur. On peut enregistrer un 23,98, 24, 30, 25, 30, 50, 60p. Et au-delà, jusqu'à 120p. Voilà. Donc, toutes ces cadences d'image vont pouvoir être définies en fonction du type de production, en fonction du mouvement que vous allez avoir dans l'image. Alors évidemment, ça aura des conséquences sur le débit. Il y aura toujours un prix à payer quelque part, en post-prod, en durée d'enregistrement sur les cartes et en data management, c'est-à-dire les copies, la fabrication des délits, etc., qu'il y aura à faire dans la suite de la post-production. C'est un concept extrêmement modulaire, avec tout ce qui est accessoire qui peut être réagencé comme vous le voulez. On a déjà beaucoup de partenaires qui ont déjà prévu de l'accessoire pour ces caméras, comme par exemple la société Harry Accessoires, qui n'a pas tardé pour sortir une accessoirisation avec poignée, etc., différents éléments qui permettent d'équiper la caméra pour en faire par exemple une caméra d'épaule ou une caméra de plateau accessoirisée. Donc extrêmement modulaire, l'enregistreur détachable, une nouvelle génération de batterie qui va dans le profil de la caméra et un design de caméra qui permet de facilement la positionner sur les différentes mécaniques, les différents systèmes de dolly, de tout ce qu'il y a dans le monde du cinéma. Donc pourquoi deux modèles ? Pourquoi F5, F55 ? Tout simplement parce que le monde de la production change, l'économie de la production change et les besoins ne sont pas forcément les mêmes. Il n'est pas forcément utile, parce qu'on n'en a pas les moyens, d'avoir une captation dans un espace colorimétrique extra large si derrière on n'a pas les moyens de faire le color grading, de faire l'étalonnage sur les stations ad hoc. Ça ne sert à rien, surtout si on a fait une prise de vue en mode vidéo, type XAVC 4K, où on va choisir ses courbes de rendu plutôt dans la caméra plutôt qu'en post-prod. Si on a le temps de faire ça ou si on est habitué à travailler en mode télévision, c'est comme ça qu'on fait. On fait son rendu caméra, on fait son setup, on fait son enregistrement, et on va dire l'étalonnage final, c'est un peu de balance des blancs. On va coller un peu les balances, on ne va pas refaire l'image de A à Z. L'image est faite sur le terrain par les settings caméra. En film, on n'a pas l'habitude de travailler comme ça. En film, au contraire, on va dire, oh là là, on fait son CAD, son point, son follow focus,
son ouverture par rapport à la profondeur de champ qu'on veut et l'optique qu'on a choisie. Et puis avec ça, on en a déjà bien assez. On ne va pas s'amuser à faire l'image tous les 4 matins. Quand on a ça, qu'on a la dynamique dans l'enregistrement, le reste, ce n'est pas notre problème. Hein. Ça, c'est le tournage. La deuxième étape, ce sera la post-prod et ce sera l'étalonnage. Donc on va raisonner autrement. On va reporter dans le circuit de post-production la partie rendu image, la partie texture, la partie étalonnage final. Donc c'est un peu 2 modes de travail un peu différents. Alors c'est pourquoi on s'est dit, voilà, on va faire un capteur qui va avoir le même nombre de pixels et la même organisation, même qualité de piqué image, mais par contre on ne va pas lui donner les mêmes espaces colorimétriques. F55, on va utiliser les mêmes pigments que sur la F65 pour être dans le même espace colorimétrique. Ça coûte juste une blinde à faire parce que la sélection des pigments, justement, est extrêmement onéreuse. Hein. Le tri, la qualification, la mesure pour l'industrialiser est très très cher. Et surtout, c'est sur un segment de marché beaucoup plus petit. Et puis, on va utiliser des pigments qu'on a déjà de façon industrielle pour tout ce qui est la HD, donc énormément de caméscopes. Et donc, on va profiter du fait que on a déjà cette industrie qui fonctionne pour pouvoir faire un capteur avec un espace colorimétrique qui est l'ITU 709. Donc déjà, ça va coûter beaucoup moins cher parce que c'est exactement le même processus que pour fabriquer une caméra HD, pourquoi pas une PMW 200 ou une 500 ou une F800, etc. Tous ces caméscopes-là utilisent les mêmes pigments pour faire le filtrage colorimétrique. Donc forcément, ça va avoir des conséquences sur le coût, sur le prix de revient du capteur. Hein. Tout ce qui va être dans l'espace colorimétrique de la F65, c'est-à-dire la F55, sera beaucoup plus cher à produire que ce qui va être sur une production standard HD TV en ITU 709. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour ne pas tomber dans les mêmes travers que sa grande sœur, la F65, qui a un shutter mécanique pour éliminer les phénomènes de rolling shutter associés au principe d'analyse du capteur CMOS. Hein. Vous avez tous remarqué ça avec un capteur CMOS. Quand on panote ou quand on fait des travelling, les verticales ont une tendance à bouger un petit peu comme ça. Bon, ça, c'est lié au fait qu'un pixel est analysé dans le temps toutes les images et que comme ils sont analysés un par un l'un derrière l'autre, eh bien, le premier pixel va être analysé à un temps T, le dernier pixel il va être analysé en fin d'image. Donc c'est sûr que s'il s'est passé un mouvement pendant la durée de l'image, eh bien, évidemment, tous les pixels intermédiaires vont avoir bougé par rapport au cadre. C'est ce qui se passe. C'était, pour ceux qui ont connu, le même principe que le tube électronique des premières caméras à tube. Exactement la même chose. Donc ça, on peut le contourner de 2 façons. Soit en mettant un shutter mécanique, comme dans le film, c'est une roue avec un angle qu'on règle, voilà, on fait un shutter mécanique. Ou alors, l'idée, c'était d'ajouter 2 transistors de plus pour chaque photosite, et puis de dire, voilà, au bout d'un certain temps, dans l'image, je fige mon image et j'analyse une image figée. Chaque pixel est figé dans un plan mémoire. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut rajouter au moins 2 transistors de plus par photosite. Il y en a déjà 8,9 millions. Donc vous faites le calcul, 2 transistors de plus, ça fait quasiment 18 millions de transistors de plus à ajouter dans le capteur. Ça a aussi un coût. Hein, donc pour pouvoir faire ça, il va falloir faire une passe dans la chaîne de production. On va avoir toute la production des capteurs F5, F55 qui, jusqu'à un certain moment de la production, vont suivre le même chemin. Et ensuite, une partie des capteurs va se faire rajouter le shutter global pour la F65 et bénéficier de cette fonctionnalité. Avantage, ce shutter, il est réglable. Donc tous les composants qui sont communs aux deux, mais qui sont au tri un petit peu moins rapides, vont permettre de fabriquer aussi les caméras F5 plutôt que de les jeter à la poubelle. Alors, ça ne va pas limiter la qualité des images, ça va juste limiter les performances d'enregistrement en termes de vitesse. Donc, ça va agir sur quoi? Sur la résolution. La F5 est un produit plutôt orienté HD et 2K. Et la F55 est un vrai produit 4K, puisque l'enregistrement est aussi en 4K. Donc, dernière chose, en termes de workflow, qu'est-ce qu'amène aussi cette gamme de produits? Eh bien justement, vous allez pouvoir avoir le choix. Vous allez pouvoir avoir le choix du mode d'enregistrement en fonction du produit fini ou de la destination du produit fini que vous allez faire. Si vous vous adressez simplement au marché de la télévision, vous allez pouvoir rester sur un type de codec, type MPEG-2 ou MPEG-4, hein, en 2K ou en HD, donc soit 8 bits, soit 10 bits, et vous allez pouvoir combiner ça sur l'enregistreur à carte Baez qui est ici. Donc vous allez pouvoir, par exemple sur la F5, enregistrer du 2K en 10 bits 422, donc une qualité supérieure à ce qu'on fait aujourd'hui sur nos produits XD-Cam.
hein, donc on a un incrément de qualité, ou alors rester dans un codec plutôt à haute définition standard, avec des codecs à 50 mégabits MPEG 2, parce que c'est plus économique pour vous, vous avez déjà les équipements, vous avez les plugins, et vous n'avez aucun investissement à faire. Et vous pouvez livrer un produit fini type télévision de très bonne qualité, sans avoir à faire une post-production d'enfer derrière. Voilà, vous avez les deux choix. Faire une post-production élaborée en 2K, XAVC 10 bits 422, ou faire une post-production classique, télévision, XDCAM HD 422. Les autres formats sont disponibles. Hein. Vous pouvez aussi enregistrer en 420, hein, en HD 420, en 1440 ou en 1920. Je n'en parle pas parce que ça perd de son intérêt. C'est quand même compatible, hein, mais je ne vois pas quand est-ce que ça pourrait être intéressant. Mais on a quand même gardé la compatibilité. Vous allez aussi pouvoir enregistrer avec l'enregistreur externe en RAW, tout en faisant l'enregistrement parallèle du codec que vous avez choisi. Du coup, ce codec HD ou ce codec 2K va pouvoir devenir, entre guillemets, un proxy de luxe de votre enregistrement RAW. Imaginez que, par exemple, vous ayez justement un pilote à faire et vous vous dites, tiens, voilà, si le pilote marche, on aura peut-être le droit de jouer dans la table d'après, et il faudra faire un produit fini plus élaboré, ou il faudra faire, par exemple, un screening en salle avec une projection grand écran. Et donc, dans ces cas-là, si on passe la barre du pilote, ce serait bien qu'on puisse refaire l'élément dans quelque chose de plus élaboré. Pour très très peu d'argent en plus, c'est-à-dire juste le recorder et quelques cartes dedans, vous allez pouvoir avoir des rushs au RAW et des cartes S/S en XAVC ou en XDCAM HD 422. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vous empêche après de faire une conformation et un étalonnage après sur vos fichiers RAW? Rien du tout. Si vous n'en avez pas besoin, il faudra juste effacer après les backups dans votre serveur et puis c'est tout, on oublie. Si par contre vous en avez besoin, vous l'avez, vous n'avez pas le tournage à refaire. Ça peut être aussi un avantage. Parce que souvent le pilote, ça sert de numéro 1, souvent. Donc ça, c'est un des avantages. Si vous montez en gamme et que vous prenez la F55, grâce à la grande vitesse des circuits, vous avez d'autres possibilités, comme par exemple enregistrer donc en RAW votre signal, enregistrer en 4K XAVC 10 bits 422, et donc vous allez avoir le double enregistrement 4K 600 mégabits et RAW. Donc vous allez pouvoir faire un produit déjà en vidéo mais XAVC haut de gamme, et en même temps vous avez les rushs en RAW derrière pour travailler. Et vous avez aussi la possibilité dans la F55 d'enregistrer 4K XAVC et un deuxième codec sur la même carte à condition d'utiliser la carte S/S Pro Plus, la nouvelle carte plus rapide, 128 gigaoctets, qui vous permet d'avoir le double flux. Donc ça aussi, ça va, ce qui n'est pas possible dans la F5, uniquement dans la F55, donc d'avoir ce double enregistrement sur les cartes. Bon, ça aussi, ça peut être un bénéfice, si vous n'avez pas d'enregistreur RAW, d'avoir un signal 4K et un signal HD enregistrés sur la même carte, ce qui permettra de faire rapidement un pilote ou rapidement un dérush de ce que vous avez à faire, et ensuite une post-prod élaborée avec un étalonnage derrière en 4K. Donc toutes ces fonctionnalités, aujourd'hui, il n'y a que F5, F55 qui l'offrent sur le marché. Pour toutes les autres configurations, il faut rajouter des verrues, des câbles, des doubles enregistrements, des trigs et des machins, des synchronisations de timecode pour pouvoir le faire. Évidemment, les synchronisations de timecode, ça suit. Pas besoin de s'en occuper. La connectique, déjà intégrée dans les caméscopes. Les enregistrements, double carte, déjà intégrée à la caméra. 4 BNC pour avoir une sortie 4K, c'est ce qu'on montre ici, 4K sur la F55, 2K en double BNC sur la F5. Donc c'est aussi la possibilité d'avoir le monitoring de vos rushs en relecture directe de vos fichiers RAW. C'est aussi possible de le faire directement comme ça. Il n'y a pas beaucoup de produits aujourd'hui qui autorisent d'avoir directement, quasiment après le tournage ou pendant le tournage, d'avoir le live 4K de son signal. L'audio, j'en ai pas parlé mais ça peut être intéressant, c'est modulaire. Vous en avez besoin, vous le mettez, vous n'en avez pas besoin, 4 vis à enlever, paf, il y a un connecteur, vous enlevez le bloc audio. Donc comme ça, pas de litige. On fait ses images d'un côté, sa prise de son de l'autre, un clap, on colle tout en post-prod.